Salut les mordus de News, bienvenue sur Explora Science, qui les secoue très fort dans un sac plastique et qui te les explique ensuite avec l'énergie d'un prof remplaçant qui a perdu ses fiches dans l'escalier. Aujourd'hui, on parle de l'Artémis II. Donc en gros, le moment où l'humanité a regardé la Lune, ce vieux caillou gris qu'on avait visité en noir et blanc, et s'est dit « Attends, on y est déjà allé, pourquoi on n'y retourne pas ?» Et la réponse globalement c'est « Parce que ça coûte une quantité d'argent tellement obscène que même un dragon de fantaisie dirait « Ah ouais non, là c'est trop !» Parce que envoyer des humains sur la Lune, ce n'est pas juste faire un trajet en avion avec vue sympa. 4 personnes extrêmement qualifiées, les enfermer dans un tube, les catapulter hors de la Terre, sans ambiance, sans station-service, et espérer que tous les boulons restent vissés, pendant que la capsule rentre ensuite dans l'atmosphère à une vitesse qui ferait passer un crash de Mario Kart pour un léger désagrément administratif. Et tout ça pourquoi? Pour préparer le retour durable vers la Lune, pour tester le vaisseau, pour valider la mission, et soyons honnêtes aussi pour rappeler au monde entier que les États-Unis aimeraient bien remettre un gros drapeau quelque part dans le ciel, avant que d'autres puissances décident de transformer la Lune en lobby géopolitique avec vue panoramique. Bref, Artemis II, c'est un peu le remaster HD du programme Apollo. Même concept de base, mais avec plus d'ordinateurs, plus de couches de sécurité, plus de PowerPoint, et probablement 12 fois plus de réunions inutiles où quelqu'un a dit « On va revenir vers la Lune de manière durable ». Alors qu'en vrai, ça veut surtout dire « S'il vous plaît que le budget ne saute pas avant la phase 3 ». Pendant des décennies, la Lune, c'était un peu l'ex de l'humanité. On a fait un énorme geste romantique en 1969. On a débarqué, planté un drapeau, pris des photos iconiques, laissé des traces de pas, du matériel, probablement une certaine quantité de dignité, puis on a ghosté pendant plus de 50 ans. On est passé à autre chose. Les navettes, les satellites, l'ISS, Mars dans les rêves mouillés des ingénieurs. Et la Lune est restée là, à tourner autour de nous comme une notification non lue. Mais évidemment, à un moment, la nostalgie géopolitique a recommencé à gratter. Parce que la Lune, ce n'est pas juste un caillou, c'est une plateforme, un test, un symbole, un avant-poste. C'est le DLC nécessaire avant d'essayer le mode cauchemar qui s'appelle Mars. Tu ne pars pas sur Mars directement comme un débile. En mode, vas-y, on verra bien. Enfin, tu peux. Mais ça s'appelle aussi une stratégie militaire du XIVe siècle. Et généralement, ça finit avec des gens pendus, brûlés ou mangés par un problème logistique. Donc, Artemis dans l'idée c'est, on réapprend à faire du vol habité lointain. On teste les systèmes, on voit si des humains peuvent survivre plusieurs jours, hors de l'orbite basse, tranquillement, sans que tout se transforme en épisode de Star Wars. Et ensuite, on prépare des missions avec alunissage. Artemis 1 a servi de galop d'essai. Pas d'humains à bord, juste du matos, des capteurs, un mannequin et beaucoup de stress existentiel chez les ingénieurs. Artemis 2, cette fois c'est le moment où la NASA dit « Bon, je pense que c'est assez fiable pour y mettre des gens ». Et ça c'est une phrase à la fois rassurante et absolument terrifiante. Alors parlons de la bête. La SLS, le Space Launch System, nom très propre, très technique, très sérieux. Alors qu'en vrai, visuellement, c'est surtout une fusée qui donne l'impression que la NASA a ouvert une vieille caisse marquée « Reste de la navette spatiale », a tout vidé sur le sol puis a crié « Les gars, on peut peut-être encore faire quelque chose avec ça ». Et il faut reconnaître un truc, ça marche. La SLS, c'est du recyclage de luxe, des technologies héritées de programmes plus anciens, réassemblées dans un monstre capable d'envoyer la capsule Orion vers la Lune. C'est un peu comme si tu prenais des pièces de Clio, de TGV et de sous-marins nucléaires pour construire une voiture de course intercontinentale. Sur le papier, tu te dis non. Et puis l'État met des milliards, donc soudainement tout le monde dit oui avec une tête très professionnelle. Pour aller visiter un caillou mort à 384 000 km d'ici, on doit construire une machine si complexe qu'elle ressemble moins à un véhicule qu'à un miracle bureaucratique. Parce qu'un programme spatial, ce n'est pas juste de la science. C'est aussi de la politique, du budget, des rivalités industrielles, des retards, des dépassements, et des gens en costard qui disent roadmap avec le même sérieux qu'un cardinal annonçant un concile. La fusée est immense, très puissante. Une vraie machine à transformer du carburant en traumatisme acoustique. Quand ce truc décolle, ce n'est pas juste impressionnant. C'est le genre d'événement qui te rappelle que l'humanité sait faire 2 choses extrêmement bien. 1. Contempler les étoiles. 2. Fabriquer des engins qui ressemblent à des obus de science-fiction. Le rôle de la SLS, c'est simple. Prendre la capsule Orion, avec ses 4 astronautes, et leur donner suffisamment de vitesse pour quitter la Terre et partir vers la Lune. Et quand je dis suffisamment de vitesse, je parle d'une vitesse qui ferait paniquer n'importe quel passager de Ryanair. La vraie star pour l'équipage, ce n'est pas la fusée. La fusée, c'est juste le lance-pierre géant. Le vrai cocon, la vraie prison design, c'est Orion. Orion, c'est la capsule dans laquelle ils vont vivre pendant la mission. Et quand je dis vivre, faut quand même garder en tête qu'on ne parle pas d'un Airbnb avec terrasse. On parle d'un espace réduit, ultra optimisé, où chaque centimètre a été pensé pour la survie, le rangement, la sécurité, les checklists et le fait de ne pas mourir bêtement en flottant dans son propre bazar. C'est précisément pour ça que cette mission est importante. Refaire Apollo.
Elle sert à vérifier que le véhicule peut protéger des humains dans le vrai grand bain. Le vide, les radiations, la distance, le silence, le retour. Parce que oui, l'espace est magnifique. Mais comme tous les trucs magnifiques, il essaie aussi très activement de te tuer. Comme l'océan, comme la montagne, comme les cours de PC quand t'étais mauvais en endurance. Et justement, parlons de celles et ceux qui vont monter là-dedans. Parce que Artemis 2, ce n'est pas juste de la tôle, des moteurs et des PowerPoint. C'est aussi 4 humains qui ont accepté de signer pour un voyage où l'erreur se paie en kilomètres par seconde. On a Reed Wiseman, le commandant. En gros, le mec qui doit avoir l'air calme pendant que tout autour de lui ressemble à une cinématique d'intro de jeu vidéo militaire très cher. Le genre de personne qui, même si un écran clignote en rouge, doit probablement dire quelque chose comme « Ok, on suit la procédure avec la sérénité d'un type qui commande un café ». On a Victor Glover, pilote de la mission, figure importante du vol habité américain. La NASA aime vendre du progrès avec des conférences de presse bien cadrées, mais pour une fois ce n'est pas juste du marketing, cet équipage raconte vraiment quelque chose sur qui a le droit d'être vu comme le visage de l'exploration. Franchement, ça nous change agréablement de l'époque où la conquête spatiale ressemblait surtout à un concours entre mecs blancs avec coupe militaire et mâchoire de publicité pour céréales. Ensuite Christina Koch, et elle c'est énorme, parce qu'elle doit devenir la première femme à aller aussi loin vers la Lune dans le cadre d'une mission habitée de ce genre. Donc non seulement elle part pour un voyage ultra exigeant, mais en plus elle porte sur ses épaules toute la couche symbolique du moment. Ce qui veut dire qu'en plus des procédures, du stress, du risque, du boulot monstrueux, il y aura aussi tout un narratif terrestre collé à son siège. Pas oppressant. Et enfin Jeremy Hansen, l'astronaute canadien. Déjà, respect éternel aux Canadiens pour avoir réussi à s'incruster. Désolé de déranger, on a juste construit un bras robotique absolument indispensable. C'est aussi un rappel que les grands programmes spatiaux sont rarement des aventures 100% solo. Les Américains amènent l'énorme lanceur et le storytelling impérial. Les autres partenaires apportent du matériel, de la compétence, de la coopération. Et ensemble, ces 4-là vont faire quoi? Passer environ 10 jours dans une capsule. À bosser, à vérifier des systèmes, à observer, à tester, à dormir comme ils peuvent, à manger de la bouffe spatiale qui doit avoir le charme gastronomique d'un ticket de caisse humidifié, et à essayer de garder une cohésion d'équipage alors qu'ils seront littéralement enfermés dans une canette à halo cosmique. C'est là qu'on réalise que les astronautes sont des gens vraiment particuliers. Parce que si tu proposes à une personne normale, « Salut, tu veux passer 10 jours enfermé dans une capsule minuscule, loin de la Terre, sans douche normale, avec un risque non nul de mort spectaculaire », la personne normale répond « Non, j'ai déjà du mal avec le TER de 7h42 ». Le plan de mission, maintenant. Artemis 2 ne doit pas atterrir sur la Lune. C'est important. C'est une mission de survol habité. On y va. On contourne. On revient. Comme un immense demi-tour cosmique pour vérifier que tout fonctionne avant de passer au niveau suivant. Donc la capsule va être envoyée sur une trajectoire autour de la Lune, s'en approcher, la contourner, puis revenir vers la Terre. En termes de sensations, c'est quand même fou. Tu regardes par le hublot, et tu vois la Terre devenir une bille bleue au loin pendant qu'en face t'as la Lune, immense, morte, silencieuse, magnifique, complètement dépourvue d'ambiance et de service client. La Lune, vue de près, il faut le dire, c'est quand même l'un des paysages les plus déprimants du cosmos. Pitboss dans le sens nul, dans le sens sublime mais hostile. C'est beau comme une ruine sacrée, mais c'est aussi un désert de cendres et de cailloux où même un cactus dirait « Non frère, moi je vais plutôt rester sur Terre ». Le délire, c'est surtout la mécanique orbitale. Tout doit être fait avec précision. Les fenêtres de tir, les corrections de trajectoire, les vitesses, les orientations. Parce que dans l'espace, si tu rates un truc, ce n'est pas comme rater une sortie d'autoroute. Tu ne fais pas juste un détour. Tu inventes potentiellement une nouvelle forme de panique pour les générations futures. Et puis surtout, il y a le retour. Parce que l'aller, déjà, c'est impressionnant. Mais le retour, c'est là où la physique vient te rappeler qui commande réellement. La capsule rentre dans l'atmosphère à une vitesse monstrueuse. On parle de dizaines de milliers de kilomètres par heure. L'air devant elle ne se contente pas de frotter gentiment. Il devient un mur de chaleur infernale. La capsule se transforme virtuellement en boule de feu contrôlée, un barbecue supersonique, un caillou incandescent premium. Et tout repose sur le bouclier thermique. Ce truc doit encaisser une violence absolument obscène. S'il fait correctement son travail, on applaudit, on récupère l'équipage. Tout le monde sourit sur le pont. S'il décide en revanche de faire une performance artistique expérimentale, eh bien disons qu'on n'est plus dans la communication de crise, on est dans la tragédie historique instantanée. Donc oui, quand tu regardes Artemis 2, il faut comprendre que ce n'est pas une petite balade symbolique. C'est un test grandeur nature de toute la chaîne. Le lanceur, la capsule, l'équipage, les procédures, la navigation, la tenue des systèmes, et la capacité à faire revenir des humains vivants depuis l'espace lointain. Ce qui est quand même une exigence un peu chic. Pourquoi dépenser autant? Pourquoi se donner autant de mal? Pourquoi refaire un voyage qu'on a déjà fait il y a un demi-siècle? Eh bien parce que ce n'est pas exactement le même voyage. Apollo, c'était la démonstration.
Artemis, c'est censé être la réinstallation, mais pour apprendre à y opérer plus longtemps. Comprendre comment vivre et travailler là-bas. Exploiter éventuellement des ressources comme la glace d'eau dans certaines zones. Poser les bases d'une présence plus durable. En gros, la Lune devient le camp d'entraînement avancé avant Mars. Le serveur test avant la mise en prod. Le tuto hardcore avant le boss final. Parce que Mars, dans l'imaginaire collectif, c'est sexy. C'est rouge, c'est loin, c'est cinématographique. C'est surtout une énorme lettre recommandée adressée à la souffrance humaine. Donc si tu ne sais déjà pas renvoyer des gens autour de la Lune proprement, peut-être évite de commencer à fantasmer trop fort sur des colonies martiennes avec café bio et coworking panoramique. Donc Artemis 2, c'est une tentative très humaine de recommencer quelque chose d'énorme, alors qu'en réalité, rien n'est normal. Des singes à peine civilisés sur une boule humide ont fabriqué une flèche de feu géante pour envoyer 4 représentants faire le tour d'un caillou mort dans le vide. Artemis 2, c'est la mission où la NASA arrête de faire semblant avec les mannequins et remet enfin des humains dans l'équation. Si tout se passe bien, cette mission ouvrira la voie au retour d'astronautes autour puis sur la Lune. Si ça se passe mal, eh bien on aura appris quelque chose de manière extraordinairement coûteuse et très médiatisée. Ce qui est aussi quelque part une spécialité humaine. On souhaite bonne chance à Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. On espère qu'aucun bouton ne fera des trucs bizarres, que la capsule ne décidera pas de se comporter comme un logiciel développé en urgence un vendredi soir, et que tout ce petit monde pourra revenir vivant, souriant, et prêt à raconter comment ils ont fait le tour de la Lune enfermés dans une boîte de conserve valant plusieurs milliards. Peace.